Depuis toutes ces années à sillonner la France au volant de ma petite Micheline, s'il y a une chose dont je suis certaine, c'est qu'il n'existe pas de bonne recette sans bons produits. Alors quoi de mieux que de profiter de ce que nous offre la nature? Produire ses propres légumes, son huile, son vin, ses céréales, ses volailles, bref, de quoi cuisiner tout ce qui fait la richesse de notre patrimoine gastronomique. Ils sont de plus en plus nombreux à faire ce choix dans les campagnes françaises et j'ai envie de vous faire découvrir ces paysans d'aujourd'hui qui ramassent les légumes sauvages, produisent parfois leur propre électricité, pratiquent la polyculture, l'élevage, le plus souvent avec l'autosuffisance pour objectif et toujours avec un profond respect de l'environnement. Dans cette nouvelle formule, qu'ils soient agriculteurs de père en fils ou néo-paysans autodidactes, nos hôtes nous ouvrent leur table, où le goût et la qualité priment. De la fourche à l'assiette, les carnets de Julie posent leurs valises dans ces petits écosystèmes, au cœur de terroirs redynamisés, pour cuisiner ensemble à la table de ces paysans d'aujourd'hui. Bonjour! Pour inaugurer cette nouvelle série de nos carnets, consacrés aux agriculteurs d'un nouveau genre, ou plutôt revenus aux valeurs traditionnelles de leur métier, nous vous entraînons, Micheline et moi, en Bourgogne, en Côte d'Or exactement, à Beaune ou quelques kilomètres de Beaune, rencontrer Frédéric Ménager. Frédéric a été pendant longtemps cuisinier. Il a œuvré dans les plus grandes maisons, comme l'on dit, Alain Chapelle, Pierre Gagnère. Et puis il a eu une sorte de révélation. Et il s'est dit qu'il allait consacrer sa vie à l'élevage de volailles, mais pas n'importe quelle volaille, des volailles de races anciennes, pour préserver la variété de notre assiette et évidemment lutter contre l'industrialisation de nos produits alimentaires. Si la ferme de la Ruchotte à Bligny-sur-Ouche sera notre camp de base, nous sillonnerons les routes avoisinantes sur les conseils de Frédéric pour découvrir des producteurs et autres artisans qui ont à cœur de défendre leur terroir. Tous adoptent les principes d'une agriculture respectueuse de l'environnement et le goût des bons produits. Et c'est ici, à la ferme de la Ruchotte, ce paradis des volailles, que nous réunirons tous les amis de Fred, tous engagés dans la défense de leur territoire, de leur métier, de la biodiversité et surtout des estomins. Et tout ça sur un air de heavy metal. Salut Frédéric. Coucou Julie. Ah bah voilà, je te retrouve dans ton élément. Ah bah dans l'ambiance. Ouais, dans l'ambiance. C'est comme ça toutes les journées? Ouais. Ah ouais, j'adore ça. Oui, t'as pas changé. Tu Non. n'as pas changé. Non, pas du Et tout. d'ailleurs, en témoignent les tatouages. C'est de pire en pire. Ouais, C'est de pire en pire, t'en as rajouté? ouais, j'en ai un petit peu partout maintenant. Ah oui, quand même. Ouais. Les paysans ont bien changé. Alors là, c'est ta cuisine professionnelle. Ouais. C'est là que tu prépares les repas parce que tu fais ferme auberge, c'est ça? On est ferme auberge, ouais. On a une cuisine qui change beaucoup en fonction de ce qu'on récolte, en fonction des animaux qui sont là, etc. En fonction des ramasses qu'on fait aussi et des gens avec qui je travaille. Et d'ailleurs, je t'ai préparé un petit casse-croûte parce que je me suis dit que tu aurais peut-être un petit creux. Mais en toujours. arrivant. C'est un Voilà. métier. Donc Faut on va y avoir aller un petit alors. creux. Ouais. Bon, j'apporte le pâté en croûte. Il est somptueux. C'est pas du casse-croûte d'amateur, ça, je vous le dis. Hein. Non. Et c'est toi qui élèves le porc? Ah oui, c'est des grands gascons qu'on élève pendant 24 mois et c'est des jambons qu'on fait sécher pendant 24 mois aussi. Ah oui. Voilà. Tout doucement, faut pas être pressé. Est-ce que tu veux un petit bout de pâté en croûte? Mais je ne refuse rien, moi, surtout quand c'est du bon. C'est une de tes spécialités? Ouais, j'en fais beaucoup. Bah, j'adore ça. Ça me rappelle mes grands-parents. Ils élevaient des poules, ils tuaient un cochon par an. Ah oui, donc il y avait Voilà, déjà quand ouais. même une familiarité avec ce mode de vie. Donc c'est ton grand-père qui faisait le jambon aussi, Ouais, c'est mon grand-père, ouais. Il faisait du boudin, du fromage de tête. comme dans beaucoup de fermes, hein, on Ouais. se nourrissait comme ça pour l'hiver. Et c'est des bons souvenirs, mais bon, je pense qu'on les a tous. Hein. Moi, moins quand même. Hein. Ouais. Moi, j'étais élevée à la ville. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, ça on m'empêche fait pas pas de le m'y cochon intéresser. Très bon, le Alors, jambon, ouais. délicieux. Ah ouais. Vraiment avec une longueur en bouche incroyable. Les gens viennent de loin pour manger chez toi? J'ai des étrangers, beaucoup. Ouais. Beaucoup d'étrangers. Ce qu'ils cherchent avant tout, c'est des endroits très, très authentiques. Et puis également de se retrouver dans une ferme comme ça, qui est très, très ancienne. Nous, on a des bâtiments qui remontent à 1290. Donc, pour un Américain, pour lui, c'est... Voilà. C'est très exotique. Ouais. Ouais, c'est quelque chose là, qui n'existe pas chez lui. Ouais.
Mais c'est surtout pour les volailles d'exception de cet ancien chef devenu éleveur que les clients de tous les pays se pressent. Donc toi, finalement, tu es passé du métier de chef à celui d'agriculteur. Ouais, parce que j'étais dans une lassitude de ce que je faisais. Et j'avais envie vraiment de vivre mon métier d'une autre façon, beaucoup plus authentique. Donner du sens, peut-être. Ouais. J'avais en fait simplement envie de changer de vie, je crois. Bon, tout à l'heure, tu vas m'emmener voir tes volailles. Si tu veux, on peut y aller tout de suite. Oui, alors attends, laisse-moi finir mon pâté en croûte. Il y a quand même des choses d'accord. indispensables dans la vie, incontournables. Et après, volontiers. D'accord. Un régal. Je vais te montrer toutes nos races anciennes. Et le bâtiment n'est pas attenant à ta maison? Non, pour une raison de tranquillité des volailles. Puis j'aime bien aussi qu'elles soient dans un espace très très naturel et puis qu'on les dérange pas. Et c'est surtout ça, je trouve, qui fait qu'elles sont aussi bonnes. C'est aussi qu'elles ont une belle vie, voilà. Quand je disais le paradis des volailles, j'étais pas loin. Merci, pardon. Frédéric nous a réservé une petite surprise. Il a eu une éclosion il y a quelques jours et nous emmène voir les jeunes poussins. Oh, c'est chouchou, ça. Oh là là. Trop mignon, ça. Et alors là, tu as mélangé toutes les races? Oui, là, Ce sont j'ai des de toutes poussins mes de races, toutes ouais. Toutes mes races. Ça, là, c'est un petit gauloise doré, tu vois. Ah oui, oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Le coloris définitif, suivant si c'est une poule ou si c'est un coq, va arriver à l'âge de 5-6 mois. Hop. Là, ils ont quel âge? Et ceux-là, ils ont un peu moins d'une semaine. Et alors, tu les laisses ici pendant combien de temps? Donc ici, ils vont rester pendant à peu près 1 mois. Ensuite, on va commencer de les faire sortir doucement. Ouais. Et puis, au bout de 2 mois, ils vont commencer de vivre leur vie dehors, de manger de l'herbe, de manger quelques insectes. D'accord, c'est à 2 mois qu'ils sortent. Ouais. À leur taille adulte, les 1500 volailles gambadent et caquettent en toute liberté, dans un parc de près de 5 hectares mené en agriculture biologique. On essaie vraiment de recréer, c'est un écosystème. Voilà. Où, Une symbiose entre l'animal et la ouais, nature. c'est ça. C'est un peu de l'agroforesterie, finalement. Un petit peu, oui. Un petit peu. Surtout qu'ici, on est dans une forêt qui fait 2500 hectares. Donc c'est un petit îlot, là, parce qu'on le voit bien. Autour, il y a plein d'arbres. Moi, je me suis dit, quand j'ai acheté ici, qu'est-ce que je vais faire pour abîmer le moins possible ce qui est autour de moi. Donc on a planté beaucoup d'arbres. Ça crée des abris naturels Ouais. pour les poules, comme elle était sauvage. Ouais, c'est ça. Et alors là, par exemple, présente-moi tes copines. Là, c'est des gauloises dorées. C'est la race européenne la plus ancienne. C'est une race qui serait à l'origine des autres races. Elle ressemble beaucoup aux espèces sauvages. Et alors, n'oublie pas non plus que la gauloise dorée, c'est notre emblème, c'est le coq gaulois. Ouais. Ah. Et on n'est plus qu'une poignée d'éleveurs en France. Et alors, selon toi, pourquoi, finalement, ces races anciennes ont été un peu abandonnées par les éleveurs? Parce qu'elles sont moins prolifiques, elles grandissent très très lentement. Donc pour faire un poulet, moi, je vais mettre à peu près 7-8 mois. Donc obligatoirement, économiquement, c'est très très compliqué. Oui, parce qu'un poulet labellisé, il est abattu à 80 jours, Ouais, dans le 80, meilleur des 90 cas, jours, c'est ça? Oui, ici, moi, j'ai trouvé aussi une symbiose entre mes idées et puis ce que j'avais envie de faire. Et puis tous ces animaux qui m'ont apporté beaucoup, qui ont changé beaucoup de choses dans ma vie. Frédéric prend ainsi le contre-pied de l'agriculture intensive, fondée sur le rendement et la productivité. Il obtient des volailles aux caractéristiques totalement différentes, nourries avec un mélange maison de céréales bio et soignées uniquement avec des huiles essentielles. C'est des volailles qu'on peut manger, on peut être 6-8 sur une volaille qui fait 2,5 kg. Parce que moi, j'ai quand même remarqué que la chair, elle était très très riche. Plus dense, ouais, je Ouais. comprends. Donc on en mange moins et il est intéressant d'aller vers manger un petit peu moins de viande Oui. et bien de sûr, créer c'est ce des qu'on dit élevages qui souvent. peuvent ressembler aux miens, où les animaux sont heureux. Alors oui, à la fin, on les tue, mais je pense que d'essayer de les respecter dans leur vie et puis dans leur mort, moi, c'est ce qui m'importe le plus maintenant. Combien de races élèves-tu? J'en ai 8, j'en ai eu jusqu'à 24. Ah bon? Ouais. Et tu as réduit le champ? Au possible. fil des années, il y en avait qui étaient à peu près sauvées, donc je me suis dit, tu as fait ce que tu Ouais, avais à faire, Je comprends. et j'ai gardé celle que j'aimais le mieux. Alors là, on est toujours chez les... Là, c'est les Laflèche. Chez les poules noires, la flèche.
Donc moi, là, la flèche, c'est une race que j'adore. Elle est belle, elle a des petites cornes, Ouais, je vois. on dirait un petit diable. Moi, j'ai mis des fruitiers parce que je me suis dit, nous, on va pouvoir ramasser des fruits. Si les fruits vont jusqu'au sol, bah, les poules, elles vont les manger. Elles vont les manger. Donc, Ça voilà. peut pas être mauvais, Ouais, ça peut pas ouais. nuire. Et puis en plus, contre les insectes ravageurs sur les fruitiers, bah, j'ai remarqué que ça fonctionnait bien. Je pense qu'elles en mangent beaucoup. Ah, ça couvre. Oh, elle est pas contente. Elle est pas contente du tout. On sent qu'elle a l'habitude d'être en liberté. Hein. Ouais. Et alors là, la flèche, bah, sa particularité, c'est qu'elle est... c'est une volaille qui prend beaucoup de gras. Ah oui? Ouais. Et tu leur mets pas de heavy metal? Non, Faut parce qu'elles que... vivent la vie de la maison. Hein. Oui, oui, mais non, je leur mets pas de musique. Pas du tout. Tiens, j'ai trouvé des œufs. Oh Ça là sera là, pour le le petit-déj. trésor. Magnifique, ils sont encore chauds. Ouais. Tout droit sorti du cul de la poule. Ouh là, ça va être l'œuf coq du siècle, je sens. Ils sont bien blancs. Oui. C'est-à-dire tous comme ça que les races anciennes faisaient des œufs blancs. C'est pas lié à l'alimentation? Non, C'est absolument lié à pas. la race? Ouais, c'est génétique. Ouais. Mais avant de penser au petit déjeuner, il y a quelques courses et des recettes à faire. Pour tout ce qu'il ne produit pas sur place, Frédéric fait appel à des producteurs locaux qui partagent avec lui les mêmes valeurs. Première étape, Villecomte. Ce petit village est le repère d'un agriculteur émérite, Bruce Duvic. Il y a quelques années, cet ancien expert en audit a lâché son ordinateur pour se consacrer entièrement aux escargots. En passionné, Bruce s'assure d'une traçabilité totale pour garantir la plus grande qualité de ce produit emblématique du terroir bourguignon. Bon, j'étais promis à une carrière, à monter les échelons, à bien gagner ma vie. Sauf que, pour être franc, j'en ai eu un peu marre qu'on gère les gens avec des tableaux Excel. Je trouvais que dans les entreprises où je me trouvais, c'était un peu déshumanisé. Donc je me suis dit, il faut que je revienne à des valeurs plus proches de ce qui me parle, plus proches de la nature. Et puis, je cherchais à me reconvertir dans l'agriculture, mais n'étant pas de famille d'agriculteurs, je me suis dit, si je redémarre sur un élevage type vache ou autre, ça me semble un peu compliqué l'investissement de départ. D'abord client du seul éleveur d'escargots de la région, Bruce s'est ensuite associé à Frédéric Marcouillou, installé tout près de chez lui. Dès que la météo le permet, il remet ses parcs en état pour y accueillir les bébés escargots, placés sous des tunnels de bois. Donc on sait que les escargots sortent la nuit, la journée ils sont protégés. Si jamais ils sont en plein soleil, ils peuvent éventuellement griller. Donc l'objectif c'est de protéger les escargots du soleil et du vent. Après la période de reproduction au début du printemps, les œufs incubent durant 15 à 20 jours avant de pouvoir lâcher les naissins. On va les placer dans la végétation et donc progressivement ils vont se déployer dans les parcs et ensuite ils vont venir se coller aux planches, attendre que la journée passe, que la nuit tombe et puis se déployer pour s'alimenter. Il y a quelques adultes qui sont restés là de l'année dernière, donc la cohabitation se fait très bien. Pour élever leurs escargots, Bruce et son associé recourent à l'agropastoralisme pour entretenir les 1600 mètres carrés de parc. Et on fait évoluer aussi la basse-cour. Alors la basse-cour, elle va manger, nettoyer la parcelle. Et donc elle va nous aider, surtout en fin de saison, à nettoyer complètement les parcs à escargots et éviter qu'il reste des petites limaces. En fait, la limace concurrence l'escargot. Donc les volailles vont manger les limaces, nettoyer, finir de tondre aussi également. Il faudra attendre l'automne pour que ces escargots atteignent leur taille adulte, mais Bruce nous en a mis de côté en cuisine pour nous préparer un cake aux escargots. On va commencer déjà par faire du beurre persillé. 15 g de persil, 10 g d'ail et 5 g d'échalotes sont passés au hachoir, puis amalgamés à 120 g de beurre ramolli. On aime bien faire cette recette-là parce qu'on reçoit donc pas mal de personnes en visite à la ferme. Et là, le fait d'avoir l'escargot qui est mélangé à quelque chose de moelleux, en plus la persillade est plutôt adoucie, ça permet en fait aux papilles de s'habituer progressivement. Alors des enfants, mais des plus grands, qui ont une appréhension à manger de l'escargot. Et le cake, c'est une bonne façon de les faire venir. Pour la pâte, Bruce commence par battre 120 ml de vin blanc et 3 œufs. Moi, j'aime bien que ça mousse un peu.
Ça va donner un cake beaucoup plus aéré. Il mélange 80 g de comté râpé avec 9 g de levure qu'il verse dans l'appareil. Puis il ajoute 200 g de farine. Donc là, on va prendre le beurre persillé. Donc c'est exactement le même beurre qu'on utilise pour beurrer nos escargots à Pâques ou à Noël. Donc là, déjà, ça commence à sentir très très bon. Et donc, on va rajouter l'élément essentiel de la recette, qui sont donc ces fameuses chairs d'escargot. On peut éventuellement les hacher un petit peu, mais nous, ce qu'on aime bien, c'est les laisser entiers. Simplement cuits au courbouillon, Bruce égoutte rapidement les escargots sans les rincer avant de les incorporer à la pâte. Donc là, il nous faut une centaine de grammes, donc ce qui équivaut à peu près à une douzaine. Mais ça dépend le calibre des escargots. Et la petite touche finale, symbole de notre région, on rajoute, on aime bien, 2 cuillères à café de moutarde à l'ancienne. Le cake cuit à 190 degrés pendant 45 minutes. Bruce en profite pour nous montrer une deuxième petite recette, les chromeski d'escargot. Les chairs courbouillonnées sont simplement trempées dans la farine, l'œuf battu et la chapelure pour les paner. Et moi, ce que j'aime bien faire, je les retrempe un petit coup dans l'œuf et je fais une deuxième fois afin d'avoir un beau chromeski. Voilà. Passés à la friteuse, les escargots sont juste saisis. Il ne reste plus qu'à les servir avec le cake sorti du four. Super bon. Voilà de quoi débuter avec gourmandise notre banquet de demain à la ferme. Nous voilà partis vers la commune de Ladois, à quelques kilomètres au nord de Beaune, à rencontrer Céline Perrin et son compagnon Rodolphe, qui je crois seront dans les vignes d'ailleurs, qui sont à la tête d'un domaine qui a été planté il y a un peu plus de 100 ans par l'arrière-arrière-arrière-grand-père de Céline. Une histoire de famille comme souvent en Bourgogne. Ladois-Sérigny, c'est donc la deuxième adresse vivement conseillée par notre chef Frédéric. Rodolphe et Céline Perrin cultivent avec ardeur leurs vignes converties en bio en 2003. Le couple n'utilise pas de pesticides ni d'intrants chimiques et tout le travail se fait en grande partie à la main pour obtenir des vins remarquables. Bonjour Céline. Bonjour. Bonjour Rodolphe. Bonjour Julie. Je vous prends en plein travail là. Oui, oui, oui. C'est vrai que le domaine est magnifique. En tout cas, cette parcelle est exceptionnelle. C'est particulièrement On a la chance protégé. d'être, On est assez d'être seul seul. en plus. Ouais, c'est ça. C'est Claude Mur, mais de mur naturel finalement, Voilà, c'est ça. oui, oui. C'est les falaises. et les Ancien front de carrière. Ouais. D'ailleurs, on voit que c'est assez, Oui. C'est très assez caillouteux. calcaire, assez caillouteux. C'est ce qui fait la particularité du vin. Voilà. Des vins avec une minéralité assez marquée. Là, vous faites du blanc ou du rouge sur cette Alors, parcelle? sur celle-ci, du On a rouge, du un petit et peu du plus blanc à droite, là, du blanc. Et quel ça, cépage alors, en Alors, l'occurrence? pinot noir sur le rouge et chardonnay sur le blanc. Oh, bon, on reste dans les les classiques. Hein. Oui. classiques bourguignons, tout à fait. Classique bourguignon. Voilà. Et ces pieds de vigne, ils ont quel âge? Ils ont été plantés quand? Cette vigne-là a été plantée en 76, donc 43 oui, ans. oui. Presque mon âge. Mais c'est du bon cru, c'est du bon millésime, ça. C'est les meilleurs. Oh, n'est-ce pas? Votre domaine, il s'étend sur combien d'hectares? Un peu plus de 9 hectares. Et sur 9 hectares, il regroupe combien d'appellations? On en a 11. Oui. Ça paraît beaucoup. Oui. C'est le propre un peu C'est de la Bourgogne, Très non? morcelé, oui. C'est ce qu'on appelle les climats. Voilà. Oui. Ce sont Les climats qui différents sont les climats. terroirs, finalement, Oui, on pourrait le résumer oui, comme ça. oui. Moi, j'aimerais bien repartir avec quelques bouteilles. Ce serait l'occasion de visiter la cave, peut-être? Ah bah oui, oui, avec plaisir. On entre dans le sang des saints. Ah oui, là. Je passe devant. Oui. Sous le chai du domaine, la cave a été creusée par la famille de Céline. Et en creusant, ils ont trouvé, donc mon père et mon grand-père, des vestiges mérovingiens. Oh là, c'est le trésor des pirates, dites donc. Mais vous allez les boire un jour, celles-là, ou pas? Oh oui, oui. Ouais, elles sont bonnes, hein. Ah oui, c'est comme des vieux fromages. Voilà. On les laisse. Mais Vous laissez la moisissure comme ça, Oui, ça c'est- change rien au vin, c'est ça? C'est pas très embêtant, oui, effectivement. D'accord. Oui, oui. Oui, ça a son petit C'est charme. signe d'humidité. Oui, bien sûr. Alors, dites-moi. Et Ah, puis oui, là, voilà, donc c'est les fameux tout ce vestiges. qui est ici et c'est ce qu'on a Incroyable. retrouvé. C'est une Parce que mine mon d'or. père et mon grand-père ont retrouvé. En creusant. En creusant.
Et on sait ce que c'est? On connaît l'usage de ces objets? Alors, vous avez ici une plaque de ceinturon qui appartenait à un prêtre qui s'appelait Landelinus. Donc, c'est pour ça qu'on a baptisé ce caveau Landelinus. Et là? Là-bas, on a une mérovingienne. Ah oui, il y a carrément un crâne. Ah ouais, donc ça, c'est une dame. Voilà, apparemment, c'est une dame. Et alors, on goûte un peu de vin? Ah bah Dans allez, tout ça? Avec grand plaisir. on va goûter un ladois. Oui. Un on ladois était blanc, dessus. 2016. Donc là, c'est la vigne où on était tout à l'heure. Donc, sur du chardonnay. Ah, il y a un nez de miel, je Oui, trouve, c'est oui. très net. Oui, C'est assez miel, oui. C'est une vigne qui est très solaire, hein, donc Ouais. on sent tout de suite le soleil dedans. Hein, ça fait très mûr, des fruits très mûrs, Mhm. avec des parfums souvent aussi de fleurs blanches, Des des choses fleurs comme blanches, ça. ah tout oui, à fait. absolument. Acacia, Oui, robinier. oui, c'est oui. ça. Mm. C'est très fruité aussi. Ouais, on retrouve le miel en bouche aussi, Mm. d'ailleurs. hein. Mm. Mais ce qui est étonnant, c'est d'arriver à avoir une telle variété de vins Ouais. avec un seul cépage. Ouais, ouais. C'est étonnant, quand même. C'est là que les climats entrent. C'est fou, le ouais, chardonnay peut donner ouais. des vins Ouais. si différents. Et c'est là qu'on comprend Qu'on l'importance comprend un du peu climat. voilà, terroir. le Et, terroir, le et le climat. travail de l'homme. Et le travail Oui, du vin, aussi. évidemment. évidemment. Bon, mais merci beaucoup pour cette Et moi, visite. c'était avec plaisir. Je vous attends demain à la Ruchotte. Oui, Avec Je vous plaisir. Pas de embrasse. problème. Merci Céline. merci. Merci Rodolphe. Bon, merci à toi, demain. Je vais pas plus loin, non pas parce que je l'apprécie pas, mais il y a ma Micheline qui m'attend quand même. Bah oui. Il faut être prudent. Attention. Et il y a du vin blanc, le petit vin Toujours sur les blanc. indications de Frédéric Ménager, je redescends à Beaune pour nous occuper de notre dessert. Quand les filles sont belles, du côté François Nock est menuisier d'art, mais surtout un grand amateur de cuisine. Ce fin gourmet aux papilles affûtées privilégie les circuits courts. C'est donc au marché, sous les célèbres auspices, qu'il trouve son bonheur auprès des petits producteurs de la région. Salut. Je vais te prendre. Donc ça, c'est le blanet. Ouais. Blanet de chèvre, alors moelleux goûtu, moelleux plus léger, déjà un petit peu plus fait, puis déjà plus de goût. Alors moi, le plus léger, comme ça me permet Ah, vraiment d'avoir plus léger. une palette aromatique ouais. plus large. Avec plaisir. Est-ce que tu veux autre chose? Et puis un cabrillon frais, donc pour Extra le coup. frais, Alors pas extra frais, demi-frais, demi-frais, ouais. demi-frais. S'il te plaît. Mais avec plaisir. Merci. Merci. 9,30 pour 11, 9,30 et 70 centimes qui font 10 et un 11. Et qui nous fait 11. Merci beaucoup. C'est moi, À merci très beaucoup. bientôt. Avec Au plaisir. revoir. Bonne journée. C'est à qui là? Vous bousculez pas, il y en a pour tout le monde. Hein. Alors mon bon François, Tu vas ça bien? va? Oh, tiens, regardez ça, 5% de l'art, trouvez pas mieux sur la planète. On en mange 1 kilo, on perd 500 grammes. C'est pas beau ça? c'est fort. Ah, dis donc, le parfum déjà là. Ça comme ça ou avec 2 œufs, c'est pas mal non plus. Avec 2 œufs, oui. Ah ouais. Une petite saucisse? Allez, tu me mets celui-là. Allez. Bon appétit. Ouais. Eh ben écoute, Pour le vin, je te fais on confiance. pensera à toi. Oui, oui. Ah, si tu penses à moi, ça change tout. En plus des ingrédients pour notre recette, François sélectionne de bons produits pour composer un casse-croûte des plus alléchants. J'ai vu la semaine dernière que vous aviez du museau de porc en gelée. Oui, 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 tout à fait. Je vais Cuit vous en au prendre un. bouillon. Vous voulez entier ou un demi, monsieur? Ah bah, Alors je vais le prendre entier. Oui, parce que sinon, d'accord, j'aurais voilà. pas le sourire. ah bah si, Le si, sourire si. du cochon. Voilà. Avec ceci, Je monsieur. vais vous prendre une tranche de jambon persillé aussi. Typique régional. Je vais vous offrir aussi à goûter un petit morceau de boudin, quoi. Pas trop de gras, parfumé à souhait. Hein? Il a C'est... une très belle texture en plus, Voilà. il se tient bien. C'est bon, même froid, avec du pain d'épices à l'apéro. Oui, ça c'est une bonne idée. Je vais le garder en mémoire et je Voilà. repasserai vous voir. Merci beaucoup. Il ne nous Bon, manque bah, plus que l'ingrédient phare de notre dessert, la crème de cassis. François va la chercher directement chez le producteur, à Arcenant, sur les Hautes-Côtes de Nuit. Viviane et sa fille Élise y ont repris l'entreprise familiale où tout se fait de manière artisanale. Alors vous êtes en plein. Les cassis proviennent de nos champs qui sont autour du village. D'accord. Donc, Donc on c'est va- vraiment très, très proche. Ah oui, c'est vraiment local. Et on m'a parlé de la variété de votre cassis, qui est le gros noir de Bourgogne, je crois. C'est le cassis noir de Bourgogne. C'est une variété qui est vraiment très aromatique. D'accord. C'est un fruit qui a beaucoup d'acidité et on extrait bien les arômes au cours de la transformation. D'accord.
Eh bien, écoutez, la meilleure façon de l'apprécier, c'est de le goûter. Il est tout frais, il sort de, Il sort de la fabriqué. bouteille. Oui. Vous regardez, que ça soit bien rouge, que ça nappe bien le vert. Ah oui, on a vraiment l'impression de se trouver devant des grains de cassis purs. Très aromatique, oui. Et ça, c'est inhérent aux fruits qu'on utilise au départ et à la concentration qu'on donne aux produits finis aussi, parce que chacun peut le concentrer à sa façon. Ça va être parfait pour le dessert. Direction la cuisine, François m'a donné rendez-vous chez lui, juste au-dessus de son atelier de menuiserie. I thought I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. Bonjour François. Bonjour Julie. C'est un jeu de piste pour te trouver. Oui, c'est vrai, on est bien caché. Ouais, mais ça vaut le coup. Bienvenue à l'atelier. Non, merci. C'est ta cuisine par ailleurs. Aussi. C'est l'avantage d'être manuel et de pouvoir faire son petit peu ce qu'on veut de ses 10 doigts. D'être autonome dans la création, C'est ça. sûr. Et la création de recettes. Parce que tu fais des cuisines et tu fais la cuisine. Et oui, C'est je ça fais la cuisine. Mon papa était restaurateur. Et effectivement, donc, je suis tombé dans la marmite très petit. Alors là, aujourd'hui, tu nous prépares un dessert, c'est ça? Oui, c'est ça. Tarte à la semoule. Une tarte à la semoule. C'est une recette traditionnelle avec les produits locaux. Alors, on prend les ingrédients? Oui, on va les faire apparaître. J'ai l'impression d'être dans un décor de théâtre, là. Voilà. C'est presque Wow. ça. C'est la cuisine de James Bond. Nous commençons avec la préparation de la pâte en faisant chauffer 50 centilitres de lait avec 75 g de sucre. François ajoute une poignée de bourgeons de cassis séchés et concassés. C'est justement ce qu'on appelle ici le poivre de cassis, qui est beaucoup plus floral et une certaine amertume. Et dis-moi, ce bourgeon de cassis, c'est pas si facile à trouver en dehors d'ici, justement. Est-ce que c'est vraiment important dans ta recette ou on peut la faire sans? C'est assez important parce que ça donne toute la dimension du cassis. Cette partie-là est très très intéressante. Oui, t'en mets beaucoup en plus. Pour le hein. fond. Et donc, on va préparer pour le nappage. Pour le sirop, nous mettons d'abord à chauffer 15 centilitres d'eau et 200 g de sucre. On va faire bien fondre le sucre. On va pouvoir aussi sortir le cassis qui va effectivement finir d'aromatiser tout ça. La fameuse crème de cassis. La fameuse crème de cassis. Tu peux sentir? Complètement. Ça sent très bon. Je vais goûter sur mon doigt. On a une puissance de fruits. Oui. Et puis on sent la maturité du fruit aussi. C'est ça qui est intéressant. On sent vraiment le sucre du fruit. Exactement. C'est le meilleur de ce que le fruit peut donner. Des siècles de tradition et Voilà. de savoir-faire. Nous ajoutons ensuite 10 g de gélatine à notre sirop. On incorpore le cassis. Parfait. Et on réserve, on laisse refroidir parce que ça, c'est pour la sortie de cuisson. Le nappage terminé, nous reprenons la préparation de l'appareil de notre tarte. Hors du feu, nous incorporons au lait 120 g de semoule fine et 2 œufs légèrement battus. La pâte est versée dans un moule à tarte beurré avant d'être enfournée. Quelle température? Donc, on est à 180 degrés. D'accord. Et donc, on va se mettre 30 minutes de cuisson et on mettra 5 minutes après pour effectivement faire dorer le dessus. Eh bien, pour refaire ça à la maison, il faut le noter dans le carnet. Eh bien, je te laisse noter dans le carnet et je te prépare un petit casse-croûte bourguignon. Ah bah oui, non mais là on a le dessert. Faut bien qu'on ait l'entrée. Voilà, exactement. Pour la tarte à la semoule de François, il vous faut 120 g de semoule, 275 g de sucre, 2 œufs, 50 centilitres de lait, 10 g de gélatine et éventuellement 2 cuillerées à soupe de poivre de cassis. C'est dans la boîte. On est pas mal là, tu sais. C'est vrai? Il va falloir que je me désincarcère. Oh là là! Tâche. Jambon persillé. Le célèbre jambon Le persillé, célèbre. effectivement. Et quesaco, qu'est-ce que c'est ça? Alors ça, tu n'as jamais vu ça. Quoi ça te fait penser? Gelée, cornichon, langue. On y est presque. C'est un museau de porc en gelée. On peut aller jusqu'à utiliser les sièges? Je t'en prie. Eux aussi montent et descendent en fonction de la taille et de la matière. Tu as des tabourets qui montent et descendent. C'est beaucoup plus Mais classique, c'est effectivement. dingue. Donc je vais Un prendre petit pâté en croûte aussi, je l'avais pas vu le celui-là. petit pâté en croûte. Ah ouais. Oh, dis donc, on sait recevoir en Bourgogne. Hein. Oh, mais dis donc, tu serais pas un peu menuisier, toi hein? À ta façon de trancher le fromage, j'ai tout de suite vu.
Merci beaucoup, c'est drôlement joli. Donc ça, ces produits sont issus du marché de Beaune. Exactement. Je me régale. Mais c'est rare d'avoir des fromages frais aussi savoureux. Moi, j'attaque le museau, hein. Soyons sérieux. Et tu es descendu où à l'hôtel alors? Eh bien, je suis chez Frédéric, à la ferme. À Frédéric? Ouais. Tu oublies la grasse matinée alors? Pourquoi? Parce que ces coqs, chez Frédéric, je les connais bien. J'ai dormi à la côté d'un. santé. Ah ouais? 4 heures du matin, c'est Ah fini. non, arrête. Si. Notre tarte cuite, il ne nous reste que la touche finale. Oh, c'est beau, c'est bien doré. Et voilà. Magnifique, j'adore ces desserts de grand-mère. Et c'est prêt. Et c'est prêt? Bah non, c'est pas prêt. C'est prêt à être nappé. Ah oui, c'est ça. Avant parce d'y que j'ai goûter, suivi, moi. on va prendre le petit pinceau et on va pouvoir appliquer la couleur, comme une touche de couleur. Voilà. Bon, écoute, là, on a fait un super casse-croûte. On va peut-être pas l'entamer maintenant. On la garde pour demain. Tu la portes Ça marche. à la ruche Avec demain. grand plaisir. Bon, c'est super. Écoute, je vais retrouver mon coq. Oui. Qui, à mon avis, va Il est me faire peut-être ma fête impatient de te demain à rencontrer 4h aussi. du matin. Voilà, c'est ça. Je penserai à toi. Merci mille fois. Merci François. d'être passé. Et puis, bon, je te donne pas le chemin, tu connais. Ouais, ça Tu marche. connais On se la retrouve maison. demain. Salut. Bonne route. Merci. Sur la route du retour, je ne peux m'empêcher de faire un petit détour par Flavigny sur Ozerain, célèbre pour son abbaye et ses petits anis. La famille de Catherine Troubat est à la tête de cette incontournable entreprise de dragées depuis 3 générations pour perpétuer une tradition monastique séculaire. Si le nom ne vous dit rien, ce petit bonbon est pourtant connu dans le monde entier. En 1923, Jean Troubat reprend la direction de cette maison où les anis sont fabriqués depuis le Moyen-Âge. Aujourd'hui, sa petite fille Catherine a pris la suite en gardant secret certains tours de main pour protéger un savoir-faire artisanal ancestral. Alors là, on fabrique notre sirop. Une fois qu'il est prêt, il part dans des petites canalisations pour tomber comme une pluie sur les petites graines. Et notre petite graine, tout doucement, grossissent, un peu comme des boules de neige qui deviennent de plus en plus grandes quand elles dévalent une pente. Il faut un sirop très lisse qui vient épouser tous les stries de la petite graine d'anis, ce qui fait que quand on l'a en bouche à la fin, il est tout doux et on a envie de le faire fondre jusqu'à la crème. Les anis tournent ainsi dans des bassines durant 15 jours avant d'être conditionnés dans des jolies boîtes ovales. Nous retomberons délicieusement en enfance lors de notre repas à la ferme avec ces petits anis au goût teinté de nostalgie. Ma cabane est en planche et le lit n'est pas grand. Tous les jours, c'est dimanche et nous dormons longtemps. Ah ouah ah. Ah ouah. Au Champ du Coq, Frédéric est déjà en cuisine pour préparer son pain. Je le rejoins pour préparer le petit déjeuner avec les bons produits de la ferme. Oh, c'est magnifique. Salut Fred. Coucou Julie. À point nommé. Tiens, regarde, c'est les œufs que tu as ramassés hier. Mais c'est pas vrai. Tout frais, tout frais alors. Ah oui. Merci, je t'ai bien dormi. Super bien. Moi aussi. On dort bien ici. On hein. dort bien à la ferme. ouais. Et je dois dire que j'ai apprécié le fait que les poules et surtout les coqs soient un peu éloignés de la maison. Même si je sais que c'est Voilà, pour tu leur vois. bien-être, Ouais. ça a été pour le mien aussi. Alors, tu n'as jamais fait chambre d'hôte? J'ai eu des chambres d'hôtes jusqu'en 2012. J'ai arrêté parce que c'était chez nous, donc c'était très très contraignant. Oui, bien sûr. Alors, je vais goûter cet œuf. Alors, est-ce que le goût de l'œuf change en fonction de la race? Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que le goût changeait en fonction de ce qu'elle mange, surtout. Oui, c'est logique. Voilà. Là où ils sont le mieux, c'est au printemps, parce qu'on a une jolie herbe. Il y a beaucoup d'herbes, il y a beaucoup d'insectes. Donc là, on a des jaunes qui sont très très jaunes, qui sont pratiquement oranges. Ils sont délicieux. Alors là, tu les as même pas salés, tu les as fait 100%. Non, ouais, nature. ouais. Non, Ouais, c'est ouais. pas nécessaire. Moi, je les ai fait juste comme ça. ouais. T'as un petit truc pour les réussir? Parce qu'ils sont très bons. Ben, là, je les ai fait avec un petit peu d'huile d'olive, Ouais. mais sinon avec du beurre. Dans le fond du caclon. Ouais. Ouais. Mais tu mets ça sur le feu directement? Oui, oui. Moi, j'aime bien quand ils sont en fait juste un petit peu croustillants comme ça. Alors, quel est le programme aujourd'hui, dis-moi?
qu'en premier, il faut aller faire une petite ramasse dans le jardin. Ah, qu'est-ce que tu vas cuisiner alors? C'est quoi le menu du jour? Donc, le menu du jour, on va faire dans l'esprit du vol au vent. Ah, d'accord. Pâte feuilletée. Ouais, et puis on va retirer une jolie volaille. On va faire une belle sauce. À l'ancienne. On va essayer de mettre quelques légumes, suivant ce qu'on trouve. Ouais. Voilà. Bah, très bien. On part On y va pour la cueillette, ouais. Allez, c'est parti. Alors, il est où ce potager? Eh ben, le potager, il est en bas. Il est vers les poules. On reste toujours dans cette idée de l'écosystème. Oui, et de l'autosuffisance. Voilà. Donc chacun aide l'autre. Le potager aide la poule et la poule aide le potager. La poule aide le potager et aide l'homme aussi. Oui, finalement, ce système de polyculture, pour toi, il est naturel, comme il était naturel autrefois pour nos ancêtres et tous les fermiers. Oui, parce que l'agriculture, monoculture, elle n'est pas très ancienne. Hein. Ça date des années 60-70. Ouais, bon, on va ramasser quelques poireaux. Une de mes habitudes, c'est de nettoyer mes légumes ici. C'est-à-dire que je restitue à la terre ce que je n'utilise pas. Ça fait un couvre-sol naturel, finalement. Bah oui, ouais. Est-ce que tu suis les principes de la permaculture? On s'en inspire. Après, moi, je dis que l'agriculture, c'est une grande boîte à outils. Dedans, j'ai des outils. La permaculture, la biodynamie, etc. Et j'utilise. Ouais. On essaye de semer très serré. On désherbe assez peu. Ouais, mais tu vas pas les arracher. Et puis je les laisse, tu vois. D'accord. Je les laisse parce que ça amène de l'humidité. Et puis quand il pleut, eh ben, on a un sol qui reste quand même un petit peu mouillé. Parce que bien évidemment, dans le jardin, notre gros problème actuel, c'est l'eau. Il pleut de moins en moins. Il y a beaucoup de vent. Les sols sont vraiment secs. Et là, ça devient très compliqué. Nous poursuivons notre cueillette sous la serre où Frédéric a planté quelques carottes. J'ai aucune idée de ce que ça donne. Ah bah, il y en a quand même quelques-uns. Ouais, c'est joli, ça, dans le vol au vent, ça va trouver sa place Elles entière. sont super bonnes comme ça. Ouais. On va les laver juste. Ah, regarde, elles sont grosses. Hein. Ah, ouais. Pas mal. Elles sont super celles-là. Hein. Ouais. Bon, là, je pense qu'on en a assez. On va aller faire une petite ramasse dans la forêt. On va essayer de voir s'il y a des asperges sauvages. Ah, fabuleux. À la campagne, il y a toujours un truc à faire. Aller aux champignons, couper du bois, prendre l'air. À la campagne, on se fout des horaires. Comme les maisons du même nom. Alors, elle se développe dans quel type de milieu? C'est vraiment dans les zones où il y a eu une coupe de bois et où il reste juste quelques grands arbres comme ça. Et en principe, là où il y a du muguet, il y en a. Ah oui? Ouais. Tiens, là, regarde, là, il y en a une. Ah oui, je vois. Hop. Ah ouais, pas mal. Joli coup. Je la mange comme ça, c'est ça? Ouais, tu peux, ouais. Alors? C'est bon? Ouais, c'est super bon. Ouais. C'est intense, c'est vert, c'est frais. Il faut les faire cuire, c'est vraiment ultra rapide. C'est ça, tu les trempes et tu les sors. Ouais. Ouais, elle est belle, celle-là. Ah oui. Ouais. C'est une petite chasse au trésor qu'on fait, là. Il faut un petit moment pour que notre œil se mette vraiment dedans. Tu as raison. Parce qu'on est déjà passé, là, en fait. Ouais, absolument. Bon, écoute, là, franchement, on n'a pas de quoi rougir. Hein. Non, là, on est bien. Allez, on retourne à la ferme. Le chef nous ouvre sa cuisine pour préparer nos vols au vent de volaille. Bonjour, messieurs. Est-ce que tu veux préparer les légumes? Oui, bien sûr. Ouais. Moi, je vais peut-être vider la volaille. D'accord. Vider, brider. Qu'est-ce que tu nous as choisi? C'est une gauloise blanche, c'est une jolie petite volaille. Est-ce que tu choisis une race différente en fonction de la recette, en fonction de ce que tu vas en faire? Alors nous, la particularité de nos races, c'est que chaque race est très bonne en rôtisserie. D'accord. Donc un peu grasse. Oui. Donc après, forcément, si à la rôtisserie ça passe, tu peux la faire sur une cuisson un petit peu plus longue, ou sur un petit sauté, ou sur une blanquette. Qu'est-ce que tu fais des pâtes? Eh bien, les pâtes, on peut les garder pour faire des fonds. Moi, ma grand-mère, elle les mettait au sel et elle nous faisait des petits ragoûts de pâtes. Je dois dire que ce n'est pas ce que j'ai mangé de mieux dans ma vie, mais bon. C'est pas les meilleurs souvenirs. Non. Et là, on est en train de faire le feuilletage, c'est ça, pour notre vol au vent? Là, c'est le feuilletage pour le vol au vent. D'accord, c'est vous qui êtes chargé du feuilletage. Oui, c'est ça. Lourde responsabilité. Oui, clairement. De son côté, Frédéric commence à vider la volaille.
Ensuite, avec mon doigt, je passe à l'intérieur et je décolle tout. D'accord. Ensuite, j'enlève juste la graisse qui est autour. Et après, Ouais, on je voit vais... qu'elles sont bien grasses, là. Après, je vais aller récupérer mon gésier et le reste va venir avec. Elle a un physique de pintade un peu, Voilà. quand tu la regardes comme ça. Oui, parce que ce sont des volailles qui courent beaucoup. Ouais, presque sauvage, quoi, ouais. Et je vais enlever le bréchet. C'est ce petit os là qui se trouve vers les filets. Et le fait de l'enlever, ça va faciliter la découpe. Pour le bridage, le geste du chef est tout aussi maîtrisé. Donc on tire les cuisses vers l'arrière. On perce dans la jointure. Et c'est un bridage qui est formidable parce qu'il protège le blanc Ah, d'accord. d'une surcuisson. Et il maintient bien notre volaille. Il y a du métier, Mais j'en ai fait quelques-unes déjà. j'imagine. Alors à l'intérieur de ce poulet, on peut mettre beaucoup de choses. On met un petit peu ce qu'on veut. Donc je mets un petit peu de thym. Je mets un petit peu de sel. On va dire l'équivalent d'une cuillère à café. On met un petit peu d'ail. Alors l'ail, En chemise, ouais, légèrement écrasée. on met juste un petit coup dessus et elle va diffuser gentiment. Et je mets toujours un demi-citron D'accord. parce que ce demi-citron va faire du jus dedans. Et quand je vais faire mon jus de cuisson, ça va donner un goût formidable. Et je referme le tout. Et on a une jolie volaille qui est toute belle et qui est bien présentée. Avant la cuisson, Frédéric nous livre une astuce supplémentaire. Nos viandes, on les met au sel durant 24 heures Ah bon? avant Y compris la les, volaille. avant de les cuire. Le fait de saler les viandes 24 heures avant crée une barrière qui empêche... Les jus de, Voilà. de sortir. Voilà. Et alors, ce qui se passe avec les volailles, c'est qu'à l'arrivée, on a une peau qui est très, très croustillante. Ah, On la frotte bien et on la met dans une plaque. Et puis dans le frigo, surtout avec rien dessus. Hein. oui, pour Voilà. que ça contribue justement au dessèchement. Voilà, c'est ça. Donc celle-ci, c'est pas celle qu'on va cuisiner. Non, Logiquement. alors celle-là, je vais la mettre au frais, mais j'en ai préparé d'autres hier. D'accord. Les volailles sont recouvertes de beurre pommade, Je masse. puis mises au four dans leur cocotte à 220 degrés pour les 10 premières minutes. Le temps de nous occuper de notre feuilletage. On est 9 à table. Donc, on va faire 2 vols au vent moyens. D'accord. On prend un emporte-pièce rond. Alors ensuite, Il faut une belle épaisseur hein, quand même. oui, c'est un petit T'as peu quoi, épais, t'as- ça fait un demi-centimètre, là, Ouais, je pense. hein. facile, ouais. Ouais. C'est ça. Donc ensuite, on va faire le petit couvercle dessus. On va mettre juste un petit peu de dorure. Mhm. Et une fois que c'est bien Tiens, doré... je vais m'occuper du deuxième. Tiens. Je te laisse avancer. Une fois que c'est bien doré, donc j'ai fait le même cercle. Se le redépose délicatement dessus. Avant de mettre à cuire la pâte de nos vols au vent, il est temps de retourner nos volailles et de baisser le four à 160 degrés pendant 20 minutes. Et encore 20 autres minutes à 150 degrés en les arrosant régulièrement. J'en profite pour aller noter cette recette dans mon carnet. Pour le vol au vent de Frédéric, il vous faut une volaille d'1,6 kg, 350 g de pâte feuilletée, des carottes fanes, des poireaux, des oignons tiges, quelques asperges vertes, un demi-citron, du thym, de l'ail, des échalotes, 200 g de crème fraîche, 30 g de beurre et un jaune d'œuf. Il est temps pour nous de passer au dressage de nos vols au vent avant d'accueillir nos invités. Alors là, on va découper la volaille. Attaque les cuisses. Les morceaux de volaille rôtis sont placés sur les cercles de pâte feuilletée avec nos légumes rapidement cuits dans l'eau bouillante. Pour la sauce, Frédéric utilise le jus de cuisson mélangé à de la crème. Et ensuite, on remet notre petit couvercle dessus. Et voilà. C'est beau. Le vol au vent, façon Frédéric Ménager. Chef Ménager, non, chef Frédéric, comment on t'appelle? Non, moi, tout le monde m'appelle Fred. Fred, ah oui, bah voilà. Le vol au vent, façon Fred, c'est pas mal aussi. Bonjour, bonjour. Vous arrivez à point nommé. Bonjour Rodolphe. Rodolphe et Céline Perrin sont venus avec leur vin. Ça va? Bonjour, bonjour Caroline. Bonjour Alain, pardon.
Chaudement recommandés par Frédéric, Caroline et Alain Barkowitz de la ferme des Marronniers à Origny nous font l'honneur de venir jusqu'à nous pour nous faire goûter leur délicieux fromage. Qu'est-ce que vous nous avez apporté? La flamiche burgonde. Ah oui, carrément. Voilà. Ouais. Une Donc- flamiche. Donc c'est une tarte à l'époisse avec une base de pâte briochée salée sur laquelle on étale mauvais, de ça. l'époisse, crème fraîche et poivre. Et là, vous avez votre époisse. Voilà, donc le on a fameux. apporté notre époisse fermier au lait cru. Qui dit époisse fermier, fromage fermier, signifie que le fromage a été fait à partir du lait d'une propriété, c'est ça? Voilà, du lait de la ferme. Ça n'est pas issu d'une collecte. Voilà, c'est ça. On élève nos vaches, la production laitière, elle reste sur la ferme et on transforme le lait à la ferme, on fabrique le fromage à la ferme. D'accord, un peu comme toi finalement avec les volailles. Oui, c'est ça. Bonjour, bonjour. C'est ensuite François Nock et son dessert. Bienvenue. Puis Catherine Troubat de l'abbaye de Flavigny. Avec de jolis choux. Des choux catalani. Des choux catalani, comme c'est joli. Hein. Et enfin Bruce Duvic et ses escargots qui nous rejoint à son tour. Les escargots, les cakes. Donc pâte à brioche, hein. Pâte levée. D'accord. Alors c'est magnifique hein, ce qu'on goûte et je dois dire que l'association est parfaite. Hein. Ça va bien. Ouais. Ouais. On se demande avec quoi ça ne va pas d'ailleurs. Le magnifique époisse. Ouais. On est toujours surpris parce que on a l'image d'un fromage fort. Pas du tout. C'est un Du fromage quand même caractère, affiné, ouais. au marc de Bourgogne, qui est puissant en odeur. Par contre, en bouche, il est très doux et onctueux. Donc on a ce contraste qui fait que c'est un fromage qui peut peut-être faire peur d'un premier abord, mais après, une fois qu'on l'a goûté, on est obligé d'y revenir parce que tout est là. Pour la suite des festivités, nous rentrons nous mettre à table dans la salle à manger de la ferme. Mais il y a quelqu'un qui a laissé tomber son verre là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Plusieurs verres. Ah oui d'accord, pas mal. Un leurre. C'est moi qui ai verni la table, hein, donc ça ne tâche pas, il n'y a pas de problème. On peut y aller. Alors le voilà ce cake. En fait les escargots ça se prête à plein de choses. C'est ça. Moi, j'ai trop le souvenir de quand on est petit, on sort l'escargot et on a cette appréhension, on voit l'animal. Le fait d'avoir le cake, l'escargot, il est pris dedans, donc on le voit pas On forcément. voit pas sa forme. Ouais. Donc, Puis du il y a coup, un côté mange. surprise un peu. C'est ça, ouais. C'est vraiment parfait. Ouais, ça va bien. On a longtemps dit que le cahier des charges du bio français était encore plus strict que aux alentours. Alors maintenant c'est un peu homogénéisé, j'imagine, au niveau européen, mais Oui, parce que c'est européen maintenant. Alors, ce qui est quand même fou, c'est que moi, ma certification pour justifier que je fais les choses bien, ça me coûte 1 200 € à l'année. tu es obligé de payer la certification. Mais par contre, celui qui met de la chimie et puis qui pollue, lui, il ne Mais paye ils n'ont rien. pas de payer le... Donc c'est quand même le quelque contrôle. chose que je trouve un petit peu fou là, dans notre système. quoi. On ne devrait pas normalement avoir une certification bio. On devrait avoir des étiquettes sur ce qui n'est pas bon. Il y a aussi une difficulté, c'est de remonter en fait les approvisionnements qu'on peut avoir. Quand on est vraiment autonome à 100% sur une ferme, eh bien on est le point de départ de la chaîne de certification. Mais si on a besoin d'approvisionnement en amont, eh bien on peut avoir parfois des difficultés à trouver les filières qui existent, tout simplement. C'était pas mal aussi. Qu'est-ce que c'est beau, non mais c'est extraordinaire. Allez, hop. Voilà. Deux concerts. Est-ce que je te sers, Caroline? Ouais. Voilà. Oula. Un peu de sauce. Oui. La balade gourmande. Non, excellent, vraiment. C'est bon, t'aimes Oh bien là là. C'est une alchimie de saveur, de texture. Et c'est vrai que la qualité de la volaille ressort, là, la fermeté de la chair, son goût. C'est vraiment un équilibre entre sur l'ensemble du plat, c'est vraiment fameux. Nous sommes allés cueillir les asperges dans la forêt. On est allé ramasser ça tout à l'heure. Évidemment, merci. Tenez, est-ce que c'est beau, voilà. Tiens, on va faire passer. Alors donc ceux-là sont affinés combien de temps? 6 semaines. 6 semaines. Ils Ce ont qui est 6 le semaines. point d'affinage que vous Alors après, on peut les faire idéal. beaucoup plus affinés. Il y a certaines personnes qui aiment bien quand c'est crémeux à cœur. Ici, en Bourgogne, on va dire que les gens apprécient quand c'est du 6-7 semaines. En région parisienne, les gens aiment bien affiner, en général. Hein. Donc ça peut monter à 10-12 semaines sans problème. Il est très 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 bon. Il a le côté crémeux, crayeux, il a un peu de tout. Il est très agréable, vraiment. Le vin est exceptionnel. Hein. C'est un adois. Oui. La parcelle qu'on a visitée avec toi, Julie. Ouais. Petite particularité, c'est un élevage en jarre, dans l'esprit, on va dire, vin nature. Qu'est-ce que ça apporte en comparaison d'un élevage en fût? Il n'y a pas de bois. Plus de minéralité. Il n'y a pas ce côté bois. D'accord. Un matériau neutre. C'est vraiment proche du fruit, quoi. Ouais, ça reste très très naturel.
Et ton papa, il t'a appris dès que tu étais toute petite? J'ai vécu dans le domaine toute ma vie. Alors, c'est vrai que quand on est dedans, c'est plus facile. Mais quand on est une femme, c'est un petit peu plus compliqué. Transmission n'est pas naturelle. Voilà, ah c'est oui. pas une transmission. Non, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de femmes, on ne connaît pas. Et c'est vrai qu'on sent la pression du terroir où il faut un fils pour reprendre le truc et tout, machin, et que les femmes étaient... C'est macho. Pour les escargots, ce qui est bien, c'est que vu qu'ils sont hermaphrodites, il n'y a pas Pas de machisme. Pas de machisme. Ils ont 300 millions d'avance sur nous, ils sont Ouais. très en avance. Ouais. C'est une crème aux œufs et à la place du sucre, c'est les petits anis. Et il y a quoi en dessous? Un petit caramel? C'est du caramel, mais avec de l'anis, du coup. Ah oui, dis donc, c'est parfumé. Ah. Très très bon. Ah oui, quand on perce le fond et que le caramel remonte. Ouais, c'est super. Ah, c'est rigolo parce qu'il y a un tout petit peu d'anis. C'est délicieux. Et alors, qu'est-ce que tu nous as apporté par ailleurs? Des chouquettes avec les anis et des financiers. Financiers. Ah, Bruce a eu un petit moment d'émotion. Je pense que ceux qui me connaissent ils savent que je parle beaucoup, mais là, je ne parle pratiquement pas. C'est super bon. C'est vrai que c'est bon parce que le goût d'anis c'est très subtil, il n'est pas trop prononcé. Ouais, vraiment. D'autant que la tarte à la semoule nous attend. On a bien mangé, hein. Ah oui, c'était pas mal. Franchement, c'était très bon. C'est sur la droite de la rue... Eh bien, nous allons quitter à petits pas, à pas de loup, cette merveilleuse ferme de la Ruchotte, non sans avoir rendu hommage à l'ouverture d'esprit de Frédéric, à son incroyable travail de préservation de notre patrimoine génétique, à cette volonté de défendre la variété des physiques, la variété des avis, la variété des métiers, des recettes de cuisine aussi. Et pour en avoir la preuve, la porte est ouverte. Et à défaut, faire les recettes à la maison. francetv.fr. Salut.